Donc, chers élèves, monsieur le professeur, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue. Ici précisément à Toulouse. Vous avez trouvé votre ami, monsieur le maire Mourignon. Il est avec nous depuis pas mal de temps. Il a su aussi tenir en haleine les élèves, nous a donné des conseils sur l'avenir et sur ce qui les attend vraiment les jours à venir. Et sur l'importance aussi de conduite par rapport à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire l'avenir de la commune de Diass. Soyez la bienvenue, monsieur le professeur. Vous êtes excusé. Merci beaucoup. Parce que nous savons qu'il n'est pas facile de vous mettre la main parce que tous les lycées de Dakar, je dirais même du Sénégal, s'honoreraient à vous avoir près d'eux en synthèse philosophique. Donc nous sommes honorés de vous avoir aujourd'hui. C'est pourquoi monsieur le maire a attendu, il a fait un travail avec ces élèves-là. Il doit partir à Dakar pour d'autres activités. Il a tenu à vous attendre. C'est votre ami. Donc, je donne la parole pour vous jeter quelques mots devant vous avant qu'on le libère. Merci. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Donc, je tenais quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à attendre que le professeur soit là. Je vais après faire l'école buissonnière avec son autorisation, avec votre autorisation. Mais juste pour témoigner sur lui, je disais tout à l'heure que c'est un éminent intellectuel, mais surtout c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime ce pays foncièrement, qui fait beaucoup, n'est-ce pas, pour apaiser des situations exceptionnelles, exceptionnellement souvent même dangereuses. Et je sais que c'est un éminent intellectuel, parce que chaque fois qu'on parle d'intellectuel, on pense à l'école française. Mais je peux dire que c'est un fils de Coach Barman, c'est un fils de Diass. C'est un peu un des héritiers de tout ce que nous avons comme tradition, n'est-ce pas, orale, comme tradition écrite. Et je sais qu'il a su allier les deux. On a été à l'école française, comme disait Cheikh Hamidou Kane dans son livre, quand on se prépare bien, quand on prépare bien l'individu, n'est-ce pas, on ne le perd pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est le Hajj Malissi. Un jour, quand les gens venaient prendre un de ses fils pour qu'il aille au front, les gens disaient Maodo Loy Defni. C'est le Hajj Malissi répond Guitouna, Tuabi, qui se montre nous donc. Mon fils peut aller nulle part. Il peut aller partout. Parce que j'ai déjà mis dans sa poitrine, dans son cœur, dans son âme, quelque chose d'immuable qui fait qu'il ne va jamais se perdre. Donc c'est un peu cet alliage-là. Il est le prototype, il est la synthèse, il va faire la synthèse du nom, mais il est la synthèse de ces valeurs typiquement sénégalaises, typiquement africaines, alliées également aux valeurs universelles. Donc je tenais quand même à témoigner sur lui. Peut-être, quand il aura peut-être dit 2 ou 3 mots, je pourrais faire mon école buissonnière avec votre autorisation. Mais vous avez devant vous également des jeunes très engagés, le président du cercle, le président de l'amicale, les élèves qui sont tout cuits pour vous écouter. Et je sais qu'on a placé la barre comme à un niveau élevé. Parce que ce lycée fait partie des meilleurs lycées, je peux dire, de la région, en termes de résultats, tant au BFM qu'au niveau du bac. Et cette année, je pense qu'on va relever le challenge d'être, pourquoi pas, le meilleur lycée du Sénégal. Merci beaucoup. Donc, président, avec ton autorisation. Voilà. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Merci. Je voudrais commencer par présenter mes plates excuses pour ce retard qui est très grand. Je voudrais vraiment m'excuser. Mais je me suis dit en cours de route que si c'est Mamadou Dione qui est le maire,
il y a moins de soucis. Pour plusieurs raisons. La première raison, parce que je l'ai connu courtois, généreux, ouvert, gentil et discipliné. Le plus souvent, une personne âgée, on ne dit pas qu'elle est disciplinée. Mais lui, il est discipliné. La deuxième chose, c'est une personne qui est alerte sur le plan intellectuel, il a parlé de moi. Sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un de très alerte, c'est pourquoi on lui a confié de grandes responsabilités au niveau national. Pas parce qu'il est fils de Dias, qu'il est dans la localité, mais parce qu'il est bon. Il est bon. Il est courtois, il est ouvert et il est facile de commerce. En fait, en réalité, dans nos sociétés, le plus souvent, quand quelqu'un atteint un certain niveau, il est difficile d'accéder à lui. Il est difficile de lui parler. Parce que la personne change souvent. Vous savez bien ce que je dis. Quand l'individu accède à un certain niveau, ça devient difficile de lui parler parce que l'individu croit qu'il est important. L'individu croit qu'il est arrivé à un certain niveau, qu'il ne peut plus boxer dans le même ring que les autres. Mais ça, c'est toute la différence avec Mamadou Ndione. Il est resté ce qu'il est, certainement fils de Dias. Et je crois que ça, c'est une chance que de l'avoir comme maire. On va prier pour que ces objectifs, tous les objectifs qu'il a soient réalisés. On va prier pour que ces vœux, vous voyez, à la fin de son discours, il a dit on a de bons résultats aux différents examens de sortie. Et il dit on va souhaiter pour qu'il en soit ainsi ou mieux pour cette année. Voilà quelqu'un qui pense à ses frères, qui pense à ses neveux, qui pense à ses enfants. Et je crois que ça, c'est excessivement important. Nous devons continuer à l'accompagner, à l'appuyer, à être derrière lui, parce qu'on sait que sa réussite sera la réussite de toute la communauté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je peux commencer? Ou il y a des discours? Le chronogramme, je pense qu'il y a 2 allocutions. Ah, il y a des allocutions. Ok, d'accord. Oui, ça va. Ça marche. Ça se passe. Allez. Ça va. Le nom, je connais. C'est un censeur du lycée. Ah oui, Michel Sansé. Ça va. C'est monsieur Cham. Et Hemba, c'est un patronyme donc célèbre. Hein? Ah, j'ai entendu parler de Hemba qui est très célèbre. Il est dans la littérature ou quelque chose comme ça. Quand je me souviens avoir lu un texte sur la littérature. Non, mais Vous êtes ici au lycée? Voilà. Oui. Ça, c'est mon sens. Vous vous enseignez ici? Oui. Je suis le prof de philosophie. Ok, heureusement. Voilà, merci beaucoup. Je vais encore revenir à la charge. Chers professeurs, chers condisciples, chers tous, soyez les bienvenus. Je suis, comme je l'ai dit tantôt, Maître Omar Faye, juriste, président du Rassemblement des élèves et étudiants de Toulouse. Chers professeurs, nous sommes très ravis de vous recevoir ici au lycée de Toulouse dans le cadre d'une animation scientifique, une synthèse sur la philosophie. Une synthèse dont nous avons besoin. Élèves, bien évidemment, mais aussi étudiants, enseignants, entre autres. Car la philosophie est une discipline universelle, d'autant plus que la synthèse sera faite par un brillant professeur, un professeur renommé dans le cadre de l'éducation au Sénégal, notamment dans les universités telles que l'UCAD, l'UGB, l'IAM,
en passant par les institutions internationales, il est un maître de conférence. Nous vous remercions, chers professeurs, d'avoir accepté de nous offrir cette occasion de bénéficier de votre enseignement, ne serait-ce que pour quelques heures. Quelles que seront la détermination de nos élèves et de nous-mêmes pour tirer le profit le maximum possible de votre discours qui sera tenu aujourd'hui. Connu par votre cohérence, votre pertinence, votre élégance et votre éloquence, nous avons devant vous que vous êtes une personne de référence dans tout le Sénégal. Professeur, vous avez toute notre reconnaissance, toute la reconnaissance de la commune de Diass, tel que l'a attesté tantôt M. le maire de Diass. Je tenais en ma qualité de président du rassemblement des élèves et étudiants de Toglou à remercier le cercle des étudiants toglois de l'IACD qui a pris l'initiative de permettre à nos élèves et à nous-mêmes, étudiants éternellement, d'avoir une vision synoptique sur la philosophie dans sa globalité à travers les enseignements que nous sommes convaincus qu'ils seront donnés ici par le professeur Djibril Diakhaté. Nous appelons ce cercle à une collaboration dans toute l'étendue de la commune, mais aussi du pays. Chers élèves, futurs bacheliers, nous avons confiance en vous. Nous sommes convaincus que vous pouvez le faire et vous allez le faire. Pour ne pas être polémique dans la parole, nous suspendrons ainsi notre lanterne et vous remercions. Nous allons mettre dans le bain où nous allons permettre au professeur Djibril Diakhaté, sociologue et philosophe renommé dans ce pays, de vous faire part de son enseignement qu'il a ramené ici aujourd'hui. Professeur, vous êtes la bienvenue et merci beaucoup. Je vais le fermer. Oui. Je vais le fermer. Tu as une autorisation? Oui. Je suis membre du CNRA. Ah bon? Oui. Bon. Encore une fois, je voudrais présenter mes plates excuses à toute l'Assemblée. Je voudrais avant de commencer saluer Michel le censeur. Michel le censeur, merci de nous avoir accueillis dans votre lycée. Saluer mon collègue M. Emba et tous les collègues ici présents et les féliciter et surtout les encourager parce que c'est pas facile d'accompagner les enfants. Excusez-moi de vous appeler enfant, mais j'appelle enfant mes étudiants aussi. Je crois qu'il y a un témoin ici, Demba, il vous dira ça. J'appelle tous les étudiants enfants et il m'appelle papy. Il dit je suis le grand-père. Et je voudrais aussi féliciter les étudiants de l'IACD, c'est ça, Barack Obama, pour cette initiative qui a été prise et qui est une heureuse initiative de générosité, de solidarité et de partage. Parce que c'est bien arrivé à un certain niveau aussi de penser aux enfants et de leur tendre la perche pour leur permettre d'obtenir leur parchemin, donc d'obtenir leur baccalauréat et de se retrouver l'année prochaine dans les plus grandes institutions de formation supérieure du pays et peut-être même à l'international. Pourquoi pas, c'est ça le souhait qu'on peut faire pour vous. C'est vrai que faire une synthèse en philosophie, ce n'est jamais une tâche aisée, parce que le synthétiseur
sera obligé de commencer par une question excessivement périlleuse et dangereuse que M. Ehemba n'a même pas osé, lui, affronter. C'est la question de la définition. Qu'est-ce que la philosophie? M. Ehemba aurait répondu avec le professeur Jules Lachelier, je ne sais pas. Le professeur Jules Lachelier était un jeune professeur de philosophie qui a été affecté dans un nouveau lycée et il est arrivé pour son premier cours, toute la communauté était venue pour assister à son premier cours de philosophie. Le gouverneur, le préfet, le maire, tout le monde était venu parce que les gens n'ont jamais vu un prof de philo. Et tout le monde l'attendait. Il arrive en retard, comme quelqu'un qui est arrivé en retard. Je ne parle pas de moi. Il arrive et tout le monde l'attend, impatiemment. Il prend la craie, tout le monde prend son stylo et son cahier. Il dit, qu'est-ce que la philosophie? Il répond, je ne sais pas. Et les gens commençaient à sortir de la salle parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas être là à écouter quelqu'un enseigner une discipline qu'il ne connaît pas. En fait, les gens étaient un peu pressés. Ils n'ont pas attendu ces explications. Il a voulu simplement dire que la philosophie est une discipline difficile à définir en raison de la diversité des systèmes de pensée. C'est-à-dire qu'en philosophie, il n'y a pas un seul système de pensée. Il y a plusieurs systèmes de pensée. Chaque philosophe a sa propre conception du monde. Et puisque les conceptions du monde ne sont pas semblables, ça va être difficile, dans ces conditions-là, de trouver une définition qui puisse satisfaire tout le monde en même temps, qui puisse convenir à tout le monde en même temps. Je donne un exemple. Il a existé pendant l'Antiquité une école philosophique que l'on appelait le stoïcisme. Le stoïcisme, avec comme chef de file Zénon de Cicyon, mettait l'accent sur l'idée que Dieu est à l'origine de tous les événements qui se produisent dans l'univers. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu. Mais les stoïciens ajoutent que Dieu n'a pas raison, mais il est raison. Parce que celui qui a raison, il peut avoir tort. Celui qui a raison, je peux avoir raison aujourd'hui et avoir tort demain. C'est possible, non? Mais celui qui est raison, celui qui est la raison même, celui-là, il ne se trompe jamais. C'est comme quand vous allez voir un marabout. Vous lui dites, je veux de l'argent. Le marabout vous dit, je vais vous faire un papier. Vous allez voir le cordonnier. Le cordonnier va mettre le papier dans du cuir. Vous connaissez la pratique. Mais il mettra une pièce de 5 francs dans le cuir et le papier. Et vous porterez maintenant le cuir au bras ou à la hanche. Et le marabout vous dit, tant que vous porterez ce cuir-là, vous aurez de l'argent. Mais bien sûr, parce qu'on a mis 5 francs dans le cuir. Donc tant que vous le portez, vous avez 5 francs. Des fois, on est dans des pièges comme ça. Et il jure au nom de tous les préfets que tant que vous le portez, vous avez de l'argent. D'accord? Et vous, vous êtes content. Alors de la même manière, Dieu n'a pas raison, mais Dieu est raison. Il ne se trompe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui advient dans le monde, tout ce qui arrive à l'homme est bon. Parce que tout ce qui arrive à l'homme vient de Dieu, et Dieu est raison, il ne se trompe pas. Là, vous sortez de cette salle, vous rentrez chez vous, vous avez faim. On vous dit il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de repas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chèvre qui est entrée dans la cuisine et qui a renversé la marmite. C'est bien, non? Bon, vous allez dire que c'est bien, n'est-ce pas? C'est mieux comme ça. Vous auriez mangé ce repas, peut-être que vous en serez malade ou mort. Je ne sais pas si vous voyez ce type de raisonnement. Parce que Dieu a fait, pourquoi vous n'avez pas consommé ce repas-là? Je ne sais pas. Donc tout ce qui arrive est bon. Zénon, c'est ça qu'il enseignait à ses disciples. Abstiens-toi et supporte. C'est-à-dire supporte tout ce qui t'arrive. Alors un jour, un de ses disciples est allé au marché voler. Et on l'a pris à flagrant délit de vol. On l'a ramené chez le maître Zénon. Le maître Zénon a voulu frapper son disciple. Parce que le disciple a volé. Le disciple lui dit, maître, c'est toi qui nous enseignes que tout ce qui arrive dans le monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc si j'ai volé au marché... Ah, on m'entend mal derrière. Donc si j'ai volé au marché, et si on m'a pris à flagrant délit de vol, si on m'a ramené chez vous, c'est quoi? C'est Dieu qui l'a voulu, c'est toi qui nous enseignes ça. Le maître lui dit, cher disciple, toi tu as bien assimilé ta leçon, mais moi aussi si je te frappe, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, donc je veux dire, pour les stoïciens, ce qui arrive dans le monde relève de la volonté divine. Par contre, si vous prenez des philosophes comme les épicuriens, nous sommes pendant l'Antiquité,
Les épicuriens, avec comme chef de file Épicure, mettaient l'accent sur l'idée que dans ce qui arrive à l'homme, il y a une part de responsabilité qui lui incombe. Donc l'homme n'a pas le droit de tout imputer à Dieu, mais il a une part de responsabilité dans ce qui arrive. Par exemple, un candidat au baccalauréat qui ne va jamais à l'école, qui ne fait jamais ses exercices, qui n'a pas fait ses devoirs, qui n'a pas fait ses compositions, et qui à l'examen n'est pas reçu, est-ce qu'il va dire que c'est Dieu qui l'a voulu? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité qui lui revient? Alors les épicuriens disent qu'il y a une part de responsabilité qui revient à l'homme dans ce qui lui arrive. Surtout quand il calcule mal ses désirs, c'est des choses sur lesquelles M. Ayamba a déjà insisté depuis longtemps. Les désirs naturels nécessaires, naturels non nécessaires et les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que je veux dire, c'est que regardez bien, les stoïciens disent tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, vous avez suivi. Les autres disent, attention, dans ce qui arrive, il y a la responsabilité de l'homme. C'est pour montrer qu'en philosophie, les gens ne sont jamais d'accord. Vous dites une chose, un autre dit totalement le contraire. On a même dit que les philosophes ne sont d'accord que sur une seule chose. Ils sont d'accord sur leur désaccord. Ils sont d'accord qu'ils ne sont pas d'accord. Si vous voulez, le seul accord qui existe en philosophie, c'est le désaccord des philosophes. Donc, on ne peut pas définir la philosophie en raison des désaccords. Voilà pourquoi Emmanuel Kant a assimilé la philosophie à un vaste champ de bataille. Kant dit la philosophie est un vaste champ de bataille sans vainqueur ni vaincu. C'est une façon de dire que les philosophes ne s'entendent pas. Chacun a son propre système de pensée. C'est clair jusque-là? Donc j'ai dit que les philosophes ne s'entendent pas. On ne peut pas définir la philosophie, ils ne s'entendent pas, chaque philosophe a sa propre conception du monde. Mais, en dépit de ces différences, on peut trouver quelques caractéristiques essentielles de la philosophie. Donc je ne peux pas définir, mais je cherche quelques caractéristiques essentielles de la philosophie. Et ces caractéristiques pour moi sont au nombre de 3 caractéristiques essentielles. Donc, petit 1, on ne peut pas définir la philosophie. Petit 2, je cherche quelques caractéristiques essentielles de la philosophie. Elles sont au nombre de 3. Première caractéristique essentielle, c'est l'utilisation de la raison. L'utilisation de la raison. Les philosophes sont différents, chacun a son propre système de pensée. Ils ne sont pas d'accord, mais ils se servent tous de la raison. On est d'accord? Ils se servent tous de la raison. On philosophe en se servant de la raison. Donc ils peuvent être différents, mais l'utilisation de la raison va être une caractéristique essentielle. Et cette utilisation de la raison permet de distinguer le philosophe du non-philosophe. Vous le savez, le non-philosophe est quelqu'un qui ne se sert pas trop de la raison. Il a tendance à suivre aveuglément la masse. Le non-philosophe a tendance à suivre on. Vous comprenez quand je dis on? Il fait ce que on fait. Vous comprenez, hein? On, c'est la masse, quoi. Pourquoi vous parlez d'une certaine manière? Parce qu'on parle de cette manière. Pourquoi vous dansez d'une certaine manière? Parce qu'on danse de cette manière. Pourquoi vous vous habillez d'une certaine manière? Parce qu'on s'habille de cette manière. Pourquoi vous avez telle opinion? Parce qu'on a cette opinion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le on, la masse qui nous écrase et qui nous dicte le chemin par lequel nous devons passer. Et donc, de ce point de vue-là, le non-philosophe est quelqu'un qui se contente de suivre aveuglément la masse. Il fait ce que tout le monde fait. C'est pourquoi Martin Heidegger considère que le non-philosophe est placé sous la dictature du on. Le non-philosophe est placé sous la dictature du on. C'est Martin Heidegger qui parle. Donc, le non-philosophe ne réfléchit pas. Il fait ce que les autres font. Il n'essaie même pas de se fatiguer les ménages. C'est plus facile de suivre les gens. Je ne me fatigue pas. Monsieur Eyamba a fait, moi aussi j'ai fait. Et quand on me dit pourquoi tu as fait, je dis parce que j'ai vu Monsieur Eyamba faire. Et vous voyez très souvent que ça se passe comme ça, malheureusement, dans notre société. Nous avons tendance à suivre aveuglément. Quelqu'un fait et tout le monde suit. Il m'arrive des fois, il m'est arrivé une fois de faire une amère expérience de cette affaire. Je conduisais ma voiture et je me rendais à Thiès. En son temps, il n'y avait pas l'autoroute à péage. Certainement, vous n'étiez pas né. Il n'y avait pas l'autoroute à péage. Il fallait passer nécessairement par Rufisque. Et Rufisque, tout le monde sait que c'était le chemin de la croix. Hein. Oui, Rufisque, c'était très compliqué. J'arrive à hauteur de Rufisque et il y avait un embouteillage monstre. Je dis, bon, je vais faire une déviation. Je vais entrer dans les coins et recoins et je vais essayer de sortir. Et quand j'ai fait une déviation, beaucoup de véhicules m'ont suivi. Alors que moi-même, je ne connaissais pas le chemin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ils m'ont suivi. Nous sommes allés trop loin et puis après, nous sommes entrés dans une impasse. Après, on ne pouvait plus sortir. Après, les gens sont descendus de leur voiture et m'ont dit, mais pourquoi tu es passé par là? J'ai dit, mais moi, je ne vous ai pas demandé de me suivre. C'est vous qui m'avez suivi. Oui, mais puisque tu ne connais pas le chemin, il ne fallait pas passer par là. Voilà, le non-philosophe, il est comme ça. Il suit aveuglément.
il suit aveuglément la masse parce qu'il ne se sert pas, de la raison. Il ne se sert pas de la raison. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Donc le non-philosophe est quelqu'un qui est aveugle et il est aveugle et obligé de suivre. On le tire. C'est exactement de la même manière que Descartes considère que le non-philosophe est frappé. Le non-philosophe est frappé, puisqu'il est aveugle, il est frappé de cécité, c'est ça, non? Cécité, il n'a plus la vue. Il est frappé de cécité, mais c'est une cécité intellectuelle. Il est frappé de cécité intellectuelle. Parce que le non-philosophe ne se sert pas de la raison, il suit aveuglément la masse. Le philosophe, par contre, se sert de la raison. Et le philosophe, au lieu de suivre aveuglément la masse, préfère suivre sa raison. Ce que sa raison lui dicte, il suit cela et refuse de se soumettre aux exigences du on, aux exigences de la masse. Le philosophe se sert de la raison. Il met l'accent sur la raison. Par opposition au non-philosophe qui, lui, suit aveuglément la masse. L'éclosion de la philosophie, c'est Jean-Pierre Vernant qui parle comme ça, l'éclosion de la philosophie correspond avec la libération de la raison. L'éclosion de la philosophie correspond avec la libération de la raison. Donc, il faut libérer la raison. C'est Jean-Pierre Vernant, certainement, vous connaissez, c'est V-E-R-N-A-N-T. V-E-R-N-A-N-T. Il dit l'éclosion de la philosophie. Éclosion veut dire naissance. L'éclosion, la naissance de la philosophie correspond avec la libération de la raison. Avec la libération de la raison. Donc vous voyez comment la raison est importante dans l'espace de la philosophie parce qu'elle nous permet de nous distinguer du non-philosophe et d'être sur le vrai chemin de la quête du savoir. Donc première caractéristique, c'est l'utilisation de la raison. C'est bon jusque-là? C'est bon. Deuxième caractéristique qui me semble importante, c'est le déploiement de l'esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique. L'esprit critique, M. Eyemba vous a dit que c'est le doute. Le doute, le déploiement de l'esprit critique. Et le philosophe, il doute de quoi? Il doute de tout. Le philosophe doute de tout. Pourquoi? Parce que le philosophe part de l'hypothèse que rien n'est évident. Pour le philosophe, rien ne va de soi. C'est Jean Kelevitch qui parle comme ça. Pour le philosophe, rien ne va de soi. C'est-à-dire que pour le philosophe, rien n'est évident. C'est Jean Kelevitch. Jean Kelevitch, c'est J-A-N-K-E-L-E-V-I-T-C-H. J-A-N-K-E-L-E-V-I-T-C-H. Il s'appelle Vladimir Jankelevitch. Donc attention, c'est pas Jean et Kelevitch c'est plus loin. Non, Jankelevitch c'est un seul nom. C'est J-A-N-K, tout est collé. J-A-N-K-E-L-E-V-I-T-C-H. J-A-N-K-E-L-E-V-I-T-C-H. Il s'appelle Vladimir Jankelevitch. Alors Jankelevitch dit, pour le philosophe, rien n'est évident. Rien n'est évident. Donc tout doit faire l'objet de doute. Mais vous-même, vous le dites, vous dites que l'apparence est trompeuse. Donc il ne faut jamais se contenter de l'apparence. Il faut aller au-delà de l'apparence pour trouver le plus souvent la vérité qui est cachée. Voilà, le philosophe, c'est pourquoi il doute. Parce qu'il se dit que l'apparence est trompeuse. C'est pourquoi il doute. Mais vous en faites l'expérience. Quelqu'un vous envoie une invitation pour être votre ami sur Facebook. Et vous envoie une belle photo. Mais est-ce que cette belle photo, c'est lui? C'est lui ou c'est elle? Bon, ça, c'est souvent les garçons qui tombent dans ce piège-là. On vous envoie une belle photo, vous dites, ah oui, Dalnaki. Bon. Après, vous rencontrez la personne, vous vous rendez compte que... Voilà, donc il faut jamais se contenter de l'apparence. Il faut toujours douter. Il faut toujours se poser des questions. Voilà pourquoi le philosophe est quelqu'un qui déploie son esprit critique. Voilà pourquoi le philosophe doute. Alors l'exemple que je donne le plus souvent, c'est l'exemple d'un couple. J'ai retrouvé ça sur TikTok, je ne sais pas qui l'a mis. C'est l'exemple d'un couple qui a vécu longtemps sans avoir d'enfant. Donc nous sommes en présence d'un couple, c'est des mariés, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant. Alors ils ont fini par adopter un chien. Et ils ont entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était leur enfant. Vous connaissez l'histoire, hein? Oui, je l'ai vu sur TikTok, je ne sais pas qui l'a mis. C'est une conférence que j'avais animée à Diourbel et puis après, c'est devenu viral. Alors que ce n'est pas juste, c'est dans la protection des données personnelles. Normalement, il fallait mon autorisation.
Donc ils ont adopté un chien. Et ils ont entouré le chien de tendresse, d'affection, d'amour, comme si c'était leur bébé. Le chien était bien traité, il était gâté et il était heureux. Mais malheureusement pour le chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Ça lui a fait mal. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit, il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Voilà pourquoi le philosophe est quelqu'un qui doute et qui va à la quête du savoir. Donc, le philosophe doute et il doute de tout parce que pour le philosophe, il faut faire la différence entre le vrai et le... Je ne cherche pas le faux. Et le vrai semblable. Parce que le vrai semblable a ceci de spécifique qu'il ressemble au vrai alors qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le faux, on sait qu'il est faux. Si aujourd'hui je venais et que je vous dis je suis Macky Sall, le président de la République, bon, vous allez me dire que ça c'est faux, c'est clair. C'est clair. Par contre, c'est le vrai semblable qui pose problème. Bon, je ressemble à qui Ne me dites pas Pawlish. Je ressemble à qui? Bon, en fait c'est ça. Je veux dire, le vrai semblable, c'est ça le problème. Le vrai semblable, il ressemble au vrai, mais il ne l'est pas. Et le philosophe veut faire la distinction radicale entre le vrai semblable et le vrai. Il s'attache au vrai. Et c'est pourquoi on a besoin de toujours poser des questions, de toujours déployer l'esprit critique pour nous assurer que nous ne sommes pas tombés dans le piège du vrai semblable. Que nous sommes en présence du vrai et non pas du vrai semblable. C'est bon. Donc, première caractéristique, c'est quoi? L'utilisation de la raison. Le philosophe se distingue du non-philosophe. Deuxième caractéristique, l'esprit critique. Le philosophe, il doute de tout parce qu'il faut faire la distinction entre le vrai semblable et le vrai. Troisième et dernière caractéristique, c'est la quête du savoir. Le philosophe ne possède pas le savoir, il va à sa recherche. Tout ce que je sais, ben voilà, puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Mais chercher le savoir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc le philosophe, il va à la quête du savoir. C'est un amoureux du savoir. C'est un amoureux de la sagesse. Il va à la quête du savoir. Philosopher, c'est être en route. Les questions en philosophie et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitive et complète. Mais c'est déjà bien. Ce que vous connaissez déjà, c'est bien. Non, c'est bien, c'est très bien. Merci, M. Emba. C'est très bien. Ce que vous avez fait, en fait, le philosophe, c'est ça. Il est toujours en route. C'est pourquoi Jaspers dit, le philosophe est en route. Il est en route, c'est-à-dire qu'il est toujours à la quête du savoir. C'est ça l'humilité du philosophe. Le philosophe reconnaît qu'il ne sait pas. Et humblement, il va à la quête du savoir. Par opposition au dogmatique, par exemple le sophiste, qui prétend tout connaître alors qu'il ne connaît pas. Si vous voulez, le philosophe est quelqu'un qui ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Le dogmatique, par contre, est quelqu'un qui ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le dogmatique ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc c'est un ignorant au double degré. Il est ignorant de sa propre ignorance. Le sophiste, lui, ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Il est ignorant, mais il est conscient de son ignorance. Et c'est parce qu'il est conscient de son ignorance qu'il va à la quête du savoir. C'est bon jusque-là? 3 caractéristiques. Premièrement, utilisation de la raison. Deuxièmement, déploiement de l'esprit critique. Troisièmement, quête du savoir. C'est clair dans votre tête. Mais vous avez le bac alors?
Mais si c'est clair, je peux rentrer. Parce qu'en réalité, vous prenez ça, c'est ça, vous croyez que c'est... Vous prenez ça et c'est ce que vous appliquez partout. Regardez, je prends ces 3 caractéristiques, je compare à la science. Je prends ces 3 caractéristiques, je compare à la religion et c'est tout. Je prends ces 3 caractéristiques, j'essaie de voir est-ce que ces caractéristiques, je vais les retrouver dans la science. On a parlé de l'utilisation de la raison, on a parlé du déploiement de l'esprit critique, on a parlé de la quête du savoir. Est-ce que ces caractéristiques, je vais les retrouver dans la science? Effectivement, je retrouve dans la science la raison, je retrouve dans la science le doute, le savant est quelqu'un qui doute quand même, hein, et je retrouve dans la science la quête du savoir. Le savant établit des résultats, mais ces résultats peuvent être améliorés. Il va à la quête du savoir. Toute découverte scientifique est une erreur rectifiée, dit Bachelard. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le savant est quelqu'un qui procède par rectification continue. Donc, de ce point de vue-là, entre la philosophie et la science, je trouve des similitudes. Comment les expliquer? Votre prof vous a dit, c'est parce que la science faisait partie de la philosophie. On n'a pas fait de distinction entre la philosophie et la science jusqu'à une époque relativement récente. Les philosophes étaient des savants et les savants étaient des philosophes. Mais c'est plus tard seulement qu'on a commencé à établir des distinctions entre la philosophie et la science, surtout en mettant l'accent sur le fait que la science est plus efficace, plus pratique que la philosophie. La philosophie serait du domaine du théorique, tandis que la science serait du domaine de la pratique. Il y a d'autres caractéristiques, mais en fait les gens mettent surtout l'accent sur cela. La science règle nos problèmes de façon concrète, tandis que la philosophie c'est des théories. Vous avez entendu parler de ça? Si vous regardez ce que je donne, la famille des heures, ça montre que la science est efficace. La famille des heures, ventilateur, réfrigérateur, téléviseur, climatiseur, ordinateur. Évidemment, il ne faut pas ajouter professeur. Il ne faut pas ajouter censeur non plus. Ni proviseur. Ça ne fait pas partie ou recteur. Non, ce n'est pas partie des produits de la science. Oui, chargeur, c'est bien. Chargeur, voilà. Chargeur, écouteur, voilà, ces heures-là, bon. Mais vous laissez tranquille, professeur. Ça ne fait pas partie des produits de la science. Bon, pourquoi je le dis? Parce que ça, quand j'ai enseigné la philosophie pour la première fois à Saint-Louis, vous connaissez Déthié-Fall? Déthié-Fall, le politicien. Déthié-Fall fut un de mes premiers élèves quand je commençais à être prof de philo. Et quand je leur disais que regardez la famille des heures, ventilateurs, etc., l'un d'eux, au devoir, quand il faisait le devoir, là, il dit bon, la science est efficace si on regarde la famille des heures. Et il met ventilateur. Après, il ajoute proviseur. Il dit mais franchement, toi, bon, faut pas ajouter quand même proviseur. Voilà, donc la science est efficace, elle règle nos problèmes avec toutes les applications techniques dont elle fait l'objet. Mais la philosophie, quant à elle, se contente de théorie. Un philosophe togolais du nom de Hama Bassili Tolo donne l'exemple d'un prof de philo. C'est un prof de philo qui a été envoyé en prison. Donc il devait être constitué prisonnier. Et quand il est arrivé en prison, malheureusement, parmi les gardiens de prison, il y avait un de ses anciens élèves qui fait partie des gardiens de prison. Et quand l'ancien élève a vu le prof de philo arriver, il était content. Il dit, ouais, tiens, maintenant je vais prendre ma revanche. Il m'a donné toujours de mauvaises notes. C'est maintenant que je vais prendre ma revanche. Je suis le gardien de prison. Donc tous les matins, il apporte au prof son petit déjeuner, il le tire de la cellule et il le frappe. À midi, il lui apporte le déjeuner, il le tire de la cellule et il le frappe. Le soir, il lui apporte le dîner et après il le frappe. Alors ses collègues lui disent, mais pourquoi tu t'acharnes sur le prisonnier là? Tu le frappes trop. Il dit, c'était mon ancien prof de philo. Et comme il m'a donné de mauvaises notes et qu'il est là, maintenant je prends ma revanche. On lui a dit, mais toi tu es un fou. Le texte de Hama Bassili Tolo est intitulé Le moins fou de tous. Oui, tu es un fou. Nous n'avons jamais fait la philo. Et puisque c'est un prof de philo qui est là, mais désormais tu vas le laisser tranquille. On va le faire sortir tous les matins et il va nous expliquer ce que c'est que la philosophie. Alors, le lendemain, on a tiré le prof de philo de sa cellule et on lui a dit, désormais on ne te frappe plus, mais en retour, tu vas nous enseigner la philosophie. Alors le prof était content. On lui met dans la salle, on lui donne la craie, le tableau. Il commence, qu'est-ce que la philosophie? Il dit, c'est le fait de chercher un savoir qu'on ne trouve jamais. Et les gardiens ont dit, celui-là, il faut le frapper. Il nous demande, nous voulons du pain, du riz
du maïs, lui il me dit on cherche un savoir qu'on ne trouve jamais, il faut le frapper. Voilà en fait, c'est ça l'idée, que la philosophie reste dans le domaine de la théorie. Elle ne nous permet pas de régler nos problèmes concrets, tandis que la science, elle, nous permet de régler les problèmes concrets. C'est pourquoi, vous le connaissez certainement, Pierre Fougerola a dit quoi? Toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Fougerola, je signale qu'il a été prof de philo, là au département de philosophie de l'Université de Dakar. Il a été mon prof, Pierre Fougerola. Toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a compétition entre la philosophie et la science, qu'est-ce qui gagne? C'est la science qui gagne. Parce qu'on considère que c'est la science qui règle nos problèmes, tandis que la philosophie nous abreuve de théorie. Elle ne règle pas nos problèmes, elle nous abreuve de théorie, comme ce gardien-là de prison qui frappait toujours le prof de philo. C'est bon? Maintenant, je prends les mêmes caractéristiques et je compare avec la science, avec la religion. Je compare avec la religion. Et je me rends compte de quoi? Bon, il y a des élèves de S ici? Oui. Oui, bon. Alors, je m'attarde un peu sur cette affaire de science. J'ai dit que c'est des caractéristiques partagées. Évidemment, quand je parle de l'utilisation de la raison, il n'y a pas de souci. Quand je parle de l'esprit critique, certainement, il n'y a pas de souci. Mais quand je parle de quête du savoir, on a tendance à croire que la science n'a pas besoin de chercher le savoir parce que la science trouve. Beaucoup considèrent que les résultats de la science sont des résultats qui sont absolument vrais. Que la science ne se trompe pas. Le positivisme de Comte, quelqu'un comme Auguste Comte, et tous les positivistes d'ailleurs, estimaient que la science en est arrivée à un niveau élevé de maturation et de vérité. Que les résultats de la science sont des résultats qui sont incontestables. 1 plus 1 font 2, on ne peut pas changer. 2 plus 2 font 4, on ne peut pas changer. La science, c'est la vérité absolue. Les positivistes comme Comte pensaient à ça. Mais après, on s'est rendu compte que, attention, ce n'est pas aussi vrai que ça. Un physicien comme Ptolémée est un physicien de l'Antiquité. Ptolémée disait que le monde est composé de 4 constituants. Donc dans le monde, il y a 4 parties. Le lourd absolu, c'est la terre. Aristote suivait ça plus tard. Le lourd absolu, c'est la terre. Le léger absolu, c'est le ciel. Le plutôt lourd que léger, c'est l'eau. Et le plutôt léger que lourd, c'est l'air. Ce sont les 4 éléments qui composent le monde. Le lourd absolu, c'est la terre. C'est-à-dire tout ce qui est lourd, c'est la terre. Tout ce qui est léger, c'est le ciel. Et c'est pourquoi il disait que c'est parce que les dieux sont légers qu'ils sont au ciel. Et les hommes, c'est parce qu'ils sont lourds qu'ils sont sur terre. Si je prends cette carafe, non, c'est pas une carafe, c'est une bouteille. Si je prends la bouteille et que je la lâche, la bouteille va se retrouver sur terre. Pourquoi? Parce que la bouteille est lourde. Donc tous les lourds vont vers la terre. Si j'allume un feu, la fumée va vers le ciel parce que la fumée est légère et tout ce qui est léger va vers le ciel. D'accord? On se comprend jusque-là. Ptolémée dit, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'était pourtant un physicien, un grand physicien de l'Antiquité. Au XVIIe siècle, Newton, assis sous un pommier, voit une pomme tomber. Et Newton dit, pourquoi la pomme tombe et que le soleil ne tombe pas? Il dit, si la pomme tombe, c'est parce qu'elle est proche de la terre. Si le soleil ne tombe pas, c'est parce qu'il est éloigné de la terre. Newton découvre le principe de l'attraction que la terre exerce sur les objets qui tombent. Ce qui signifie que si je prends cette bouteille et que je la lâche, la bouteille va vers la terre, mais la bouteille ne fait pas la même quantité de mouvement du haut vers le bas. Plus elle s'approche de la terre, plus sa quantité de mouvement va s'accroître en raison de l'attraction de la terre sur la bouteille. Newton apporte un premier démenti à la physique de Ptolémée. Ptolémée dit, les choses font leur mouvement naturellement du haut vers le bas. Newton dit, c'est pas naturel, parce que ça change en fonction de l'attraction que la Terre exerce. Ptolémée dit, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est un physicien. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Faux, dit Newton. Le soleil ne se lève pas et le soleil ne se couche pas. Le soleil est fixe. C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour du soleil. Newton établit la loi de la gravitation universelle. Les élèves de S connaissent F égale K, facteur de M' sur D au carré. F, c'est la force gravitationnelle. K, c'est une constante qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11. M', c'est les masses qui s'appliquent et D au carré, c'est le carré de la distance. Je suis un produit de la série D, qui est la série S2 maintenant. Donc, la science rectifie ses erreurs. C'est pourquoi Engels a affirmé que l'histoire de la science, c'est l'histoire de l'erreur. L'histoire de la science, dit Engels, compagnon de Karl Marx. Engels dit, l'histoire de la science, j'ai pas dit Hegel, j'ai dit Engels, E-N-G-E-L-S. Il dit, l'histoire de la science, c'est l'histoire de l'erreur.
c'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. L'histoire de la science, c'est l'histoire de l'erreur, c'est-à-dire le remplacement de l'erreur par une nouvelle erreur, mais de moins en moins grande. Élève de CM2, 9 moins 10 égale combien? Élève de CM2, 9 moins 10 égale combien? Impossible. Élève de terminale L, 9 moins 10 égale combien? Moins 1. Mais c'est simple. Pourtant, l'élève de CM2 qui vous dit que c'est impossible, c'est son maître qui lui a dit ça. Hein. Or, le maître n'est pas un fou. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que le maître, il travaille sur l'ensemble n des entiers naturels. Or, dans l'ensemble n des entiers naturels, on n'admet pas de nombre qui soit négatif. L'élève de terminale L travaille avec l'ensemble R des réels. Or, quand vous avez l'ensemble R des réels, vous allez de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on admet un nombre négatif. Élève de terminale L, toujours. Moins 1 au carré, c'est égal à combien? C'est égal à? C'est égal à 1. Parce que le prof vous a dit que le produit d'un nombre carré est toujours positif. Élève de S, I au carré, c'est égal à combien? C'est égal à moins 1. Il y a un problème? Bon, voilà. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour vous montrer en fait que la science aussi, elle évolue et on performe au fur et à mesure que l'on évolue. On a travaillé avec l'ensemble n, après on s'est rendu compte que l'ensemble n est trop étriqué, c'est seulement les nombres positifs, et que dans le monde, il n'y a pas seulement que du positif, il y a du négatif. On en est arrivé à R, et c'est comme ça que l'on évolue. La science évolue en rectifiant les erreurs. Donc l'erreur n'est pas un problème. De la même manière que la philosophie doute, critique, recherche le savoir et améliore, de la même manière, la science fait la même chose. Maintenant, on applique à la religion. On a dit philosophie, utilisation de la raison, esprit critique, quête du savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème maintenant avec la religion? On isole simplement l'esprit critique. Est-ce que la religion va accepter le doute? Normalement, quand on est dans la religion, il y a des dogmes. Vous connaissez les dogmes? C'est des vérités absolues qui sont établies et vous devez les accepter comme telles. Hein? Abou Bakr, vous connaissez, non? Abou Bakr, c'est Babakar. On lui avait adjoint le qualificatif Sadir. On dit, vous n'avez jamais entendu parler de Babakar Sadir? Sadir, ça signifie le fidèle, le bon croyant. Abou Bakr était un compagnon du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Et Abou Bakr acceptait tout ce qui venait du prophète. Il ne posait aucune question. Alors un jour, le prophète a dit à son absence qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit. Abou Bakr était absent. Nous sommes au 6e siècle après Jésus-Christ. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. Le prophète dit qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit. Alors les gens ont fait une délégation pour aller voir Abou Bakr. Ils ont dit, Abou Bakr, tu as tendance à accepter tout ce qui vient du prophète. Or, il vient de raconter une chose là, nous sommes sûrs que tu ne vas pas l'accepter. Abou Bakr leur dit, est-ce que ce que vous allez me dire, c'est sûr que c'est lui qui l'a dit? Les gens disent, oui, il l'a dit au marché, tout le monde est témoin. Abou Bakr leur répond, alors j'ai même pas besoin de savoir ce qu'il a dit parce que j'y crois. Ne me dites même pas ce qu'il a dit parce que j'y crois. Est-ce que cette attitude est une attitude philosophique? Non, ce n'est pas une attitude philosophique. Le philosophe aurait douté, mais c'est une attitude religieuse. Sur ce plan-là, on se rend compte que la philosophie et la religion vont entrer en conflit. Voilà pourquoi certains tenants, certains défenseurs de la religion nous demandent de nous méfier des philosophes. Le pape Jean-Paul II, en 1997, en écrivant Foi et raison, Fides et ratio, dit « Faites attention à une utilisation abusive et excessive de la raison. » Faites attention à une utilisation abusive et excessive de la raison. Vous voyez ça, un homme religieux, il peut le dire. Mais le philosophe dit il n'y a pas d'abus dans l'utilisation de la raison. Il faut toujours utiliser la raison, de la façon la plus intense qui soit. Mais le religieux dit il faut considérer que la raison a ses limites. Pascal affirme que le cœur... Oui, c'est pas Aline Baïder, c'est bien Pascal qui l'a dit dans le passé. D'accord? Donc voilà, ça veut dire que la raison, on considère que la raison a ses limites. Kant le dira plus tard dans sa conception sur la métaphysique, Kant dira que l'entendement aussi a ses limites. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà du phénomène. Le noumen dépasse le cadre de l'entendement. Donc la raison a ses limites pour le religieux, mais pour le philosophe, la raison n'a pas de limite. La raison est illimitée, il faut la libérer. Par contre, là où il faut balancer un peu le propos,
c'est dire que la religion n'exclut pas quand même l'utilisation de la raison. Un bon croyant est quelqu'un qui se sert de la raison. Ah oui, un bon croyant est quelqu'un qui se sert de la raison. Dieu dit, moi je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Dieu dit, je m'adresse aux gens qui sont doués de conscience. Ahlul Bab, ceux-là qui sont doués de conscience, ceux qui sont doués de raison. Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Dans le Coran et notamment dans la sourate Al-Baqarah, la vache, vous avez Alif, Lam, Mim, Zalik al-Kitab. Dieu dit, j'ai écrit tout le Coran avec 3 lettres. Alif, Lam, Mim. Or, on sait que le Coran n'est pas écrit avec 3 lettres. Certainement, il a voulu dire quelque chose. Et pour trouver ce qu'il veut dire, il faut se servir de la raison. Le discours divin est un discours crypté. C'est un discours codé. Et on a besoin des clés pour décoder le sens du discours divin. Et voilà pourquoi la religion nous invite à utiliser la raison. C'est pour cette raison que Ibn Khaldoun a considéré que l'utilisation de la raison est une exigence religieuse. L'utilisation de la raison est une exigence religieuse. Je dois utiliser ma raison au moins pour comprendre la parole divine. Au moins, si je ne comprends pas la parole divine, mais je ne peux pas bien pratiquer la religion. Pour pratiquer la religion, j'ai besoin de comprendre le sens de la religion. Et pour comprendre, j'ai besoin de me servir de ma raison. Voilà pourquoi Ibn Khaldoun et Saint Augustin, dans le travail des moines, reprend la même formule. Saint Augustin considère aussi que le bon croyant est quelqu'un qui se sert de la raison, au moins pour comprendre le sens de la parole divine. Donc de ce point de vue-là, la philosophie et la religion auraient des points communs. Moi j'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de religion, j'ai parlé de science. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces éléments-là sont des éléments de culture. C'est des éléments de culture qui permettent à l'homme de faire face à la nature. Parce que la nature nous crée des problèmes. La nature, elle nous crée des problèmes. On peut avoir deux acceptions de la nature, c'est-à-dire deux significations de la nature. La nature peut signifier ce qui est environnant, ce qui est dans le monde environnant. Les arbres, la végétation, la montagne qui est là-bas. Ça, c'est la nature. Hein. Quand je dis la nature est belle, quand le poète dit la nature est belle, il parle de cette nature-là qui est environnante. On est d'accord? On se comprend. Hein? Maintenant, il y a la nature qui renvoie à nous-mêmes. Par exemple, ma propre nature, mes désirs naturels. Boire, manger, dormir, etc. Ça, c'est des désirs naturels que les élèves connaissent bien. Manger, dormir et boire. D'accord? Donc, tout se passe comme s'il y avait une nature extérieure et une nature intérieure. La nature extérieure, c'est quoi? C'est l'environnement. Et la nature intérieure, c'est quoi? C'est mes propres désirs. On se comprend, hein? Ben, ils sont bons, tes élèves. C'est bon. Donc, on a une nature extérieure et on a une nature intérieure. C'est bon. Maintenant, les deux natures nous créent des problèmes. Ces deux natures-là nous créent des problèmes. Et c'est facile à régler. Maintenant, il faut que la culture nous permette de faire face à ces deux natures. C'est aussi simple que ça. Donc, si je prends la nature comme environnement, la nature comme environnement me crée des problèmes. Et l'un des problèmes, c'est la chaleur. Il fait chaud. L'homme est obligé de se servir de la culture pour lutter contre la chaleur. Qu'est-ce qu'il fait pour lutter contre la chaleur? Vous avez des éventails, c'est déjà une solution. Vous allez parler de ventilateur, de climatiseur, mais l'éventail est déjà un instrument technique. Hein? Ah, c'est de la technique. C'est une technique certainement archaïque. Archaïque, bon, peut-être pas archaïque, je veux dire primaire, mais c'est une technique quand même. C'est une technique quand même. Donc, l'homme est obligé de chercher moyen de faire face à l'hostilité de la nature. Je vous donne un exemple. La Hollande, on l'appelle comment aussi? Pays-Bas. Pourquoi on l'appelle Pays-Bas? Mais parce que c'est un Pays-Bas. C'est aussi simple que ça. C'est un Pays-Bas. C'est-à-dire que, regardez bien, vous avez la Hollande qui est là, dans une cuvette, et de part et d'autre, on a la mer. Le risque, c'est de voir les Hollandais être engloutis par l'eau. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, la nature pose des problèmes. Ils ont utilisé la technique, donc la culture, pour créer des digues de protection. Donc, ils ont arrêté l'avancée de la mer, grâce à la technique, ils ont arrêté l'avancée de la mer, et ils ont même gagné des espaces de terre sur la mer. Ces espaces de terre, c'est ce que l'on appelle les polders en Hollande. Et c'est sur ces espaces de terre qu'ils pratiquent l'agriculture, l'élevage. Aujourd'hui, la Hollande fait partie des plus grands pays pastoraux au monde. Hein. Le lait de la Hollande, vous en avez entendu parler. Et la Hollande n'était pas pourvue par la nature, mais ils ont utilisé la culture pour lutter contre la nature. On enlève la Hollande et on met en lieu et place le Sénégal. Qu'est-ce qui se serait passé? On serait mort. Non, on ne serait pas mort. Hein. On ne va pas se laisser engloutir comme ça par l'eau. On aurait fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on aurait fait? L'eau arrive.
on n'a pas la technique, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne peut pas fuir, on est... On est entenaillé par l'eau de part et d'autre. On ne peut pas fuir. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a donné la solution. Quelqu'un a dit, on prie. On prie. On prie. On prie et on règle notre problème. Et est-ce que vous savez que vous avez entendu parler de ça à Dakar? Quelqu'un a prié et grâce à sa prière, il a stoppé l'avancée de la mer. Vous en avez entendu parler? Oui, vous en avez entendu parler. C'est cela, on prie. En fait, ça veut dire que la culture, c'est pas seulement la technique, c'est aussi la religion, c'est les représentations spirituelles. Si les gens n'ont pas de solution instrumentale, ils vont faire recours à des solutions spirituelles. Si vous allez à Kédougou, vous traversez tout le parc Nyokolokoba. Et c'est plus de 100 km, le parc Nyokolokoba. Il y a des lions, il y a des tigres, etc. À l'entrée du parc, donc si vous quittez Dakar, à l'entrée du parc, il y a des villages qui sont à l'entrée, qui vendent des amulettes. Donc, les passagers, les voyageurs sont obligés de descendre et d'acheter des amulettes. Vous mettez l'amulette, et l'amulette vous protège pour tout le trajet, contre les bêtes fauves. Si votre voiture tombe en panne, si vous mettez l'amulette, les lions ne vont pas vous attaquer. Mais au retour aussi, il y a des villages de l'autre côté du parc qui vous vendent aussi des amulettes. Parce que les amulettes que vous avez achetées à l'aller ne sont valables que pour le trajet à l'aller. D'accord? Donc bon, en fait c'est cela. Je veux dire, les gens, quand ils n'ont pas de solution instrumentale, ils vont faire recours à des solutions spirituelles. Tout ça fait partie de la culture. Donc la culture nous permet de lutter contre l'hostilité de la nature. C'est bon. Mais ma propre nature aussi, j'ai le désir. Là, vous avez faim, non? Et vous avez soif. Et vous avez sommeil. Mais vous êtes en train de lutter contre ces désirs. Voilà, c'est grâce à la culture que vous luttez contre ces désirs. S'il n'y avait pas la culture, nous serions comme des animaux. Donc c'est la culture qui nous distingue de l'animal. C'est par la culture que nous avons acquis un certain nombre de valeurs et ces valeurs impriment une orientation à notre conduite. Donc la culture nous humanise. Elle nous distingue de l'animal, elle nous humanise. Elle nous permet de lutter contre notre nature interne. Qu'est-ce que j'ai dit? La culture nous permet de lutter contre quoi? Contre l'environnement déjà. Vous vous rappelez, non? La culture nous permet de lutter contre l'environnement. Et la culture nous permet de lutter contre nos propres désirs. C'est bon, hein? Donc l'homme effectue un double combat. Le premier combat, c'est quoi? Lutter contre l'environnement. Deuxième combat, lutter contre lui-même, contre ses propres désirs. On est d'accord? Donc si je dis, vous me suivez, hein? Si je dis, par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Comment vous comprenez ça? Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Contre la nature, c'est quoi? L'environnement. Contre sa nature? Mais ça, c'est un sujet qui a été donné au bac en France. Ben oui, vous l'avez traité. Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Et vous avez compris. Vous pouvez le traiter. Ben voilà, c'est tout. L'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Il effectue un double combat. Et c'est pourquoi Georges Bataille, tout le monde sait écrire, comme Bataille. Georges Bataille dit, l'homme est un animal rebelle. L'homme est un animal rebelle parce qu'il lutte. Il lutte, c'est un animal rebelle. Il lutte contre l'environnement, il lutte contre lui-même. Donc c'est un animal rebelle. Dans la religion musulmane, on parle même de djihad. L'homme doit faire djihad contre lui-même. Vous connaissez ça, non? Djihad, comment on appelle ça? Djihad, l'homme doit faire la djihad contre lui-même. Dans la religion musulmane, comment on appelle ça? Djihad al-nafs. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Bon, vous irez en affaire. Ok, d'accord. Après, c'est maintenant, ce que je vais montrer, c'est les aspects positifs et les aspects négatifs de la culture. Rapidement, mais très rapidement. Si je vous dis que la culture est positive, c'est facile à régler. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, la culture nous permet de lutter contre les problèmes de l'environnement. La culture nous permet de lutter contre nos propres désirs et nous humanise. Vous l'avez dit, non? Donc la culture est positive. Il n'y a pas de problème. Mais recherchons quand même ces aspects négatifs.
Recherchons ces aspects négatifs. J'utilise la culture pour lutter contre la nature. Par exemple, la technique me permet de lutter contre la nature. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de détruire la nature? Si. Donc le risque, c'est que la culture peut conduire à une destruction de la nature. L'homme lutte contre la nature et finit par détruire la nature. Regardez, nous avons coupé les arbres. Il n'y a pratiquement plus de forêt chez nous. On a tout coupé et on a mis nos maisons. C'est quoi le risque maintenant? C'est le réchauffement climatique dont vous avez entendu parler. C'est les effets de serre. Et c'est après les inondations. Vous connaissez les inondations. Tout ça, c'est nous qui avons créé ça. Hein. Donc, l'homme, en luttant contre la nature, finit par détruire la nature. On se comprend. Donc, la culture peut conduire à une destruction de la nature. J'ai réglé un problème. Il me reste un autre problème. J'ai montré que la culture est négative lorsque la nature est environnement. Maintenant, je dois montrer que la culture est négative lorsque la nature renvoie à mes propres désirs. Est-ce qu'on se comprend? Ah, il y a deux natures. La nature environnement, la culture est négative parce qu'elle détruit l'environnement. Vous vous rappelez? Maintenant, moi, ma propre nature, mes désirs. Là, le problème, c'est que la culture me rend artificielle. La culture nous rend artificielle. C'est pourquoi Rousseau dit que la culture est une dénaturation négative de la nature. La culture me rend artificielle. Regardez bien. Vous avez faim, hein? Et vous êtes invité à une grande fête. Avec vraiment des... Comment on appelle ça? Des VIP. Il n'y a que des VIP. Mais vous avez vraiment faim. Et vous venez vous installer sur table. On vous sert un plat avec un poulet entier. Et une boisson et une bouteille de boisson fraîche. Bon, entre nous, non, franchement, entre nous. Est-ce que vous allez manger tout le plat? Non. Alors, ce que vous faites, bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je sais que les garçons risquent de tout manger, il n'y a pas de problème. Mais les filles, c'est sûr qu'elles ne vont pas tout manger. Les filles vont manger un peu pour donner l'impression qu'elles sont habituées au poulet. Mais bon, bref. Mais ça, vous ne mangez pas et après vous sortez, vous allez vous plaindre. Regardez, c'est la culture qui vous a rendu artificiel. C'est la culture qui vous a rendu artificiel. Ce que vous montrez là, ce n'est pas votre vraie nature. La culture vous pousse à cacher, à étouffer votre propre nature, à masquer votre propre nature. À partir de ce moment-là, vous devenez artificiel. Ce que vous affichez, ce n'est pas vous. Mais ça, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Non? Vous voyez une fille, mais vous vous dites que cette fille-là, ce n'est pas elle. Elle est complètement masquée. Elle a tout posé. Pose cheveux, pose ongles, pose hanches, tout est posé. Oui, mais ça, c'est artificiel. Et c'est pourquoi... Bon, je sais que vous n'avez pas posé. Mais, s'il vous plaît. Hey, quand on pose, il arrivera un moment où on dépose. Ah non, il n'y a rien à faire. Quand on pose, on dépose. Et quand on dépose, on découvre maintenant sa vraie nature. Donc, c'est pourquoi la culture nous rend artificielle. La culture nous pousse à mettre l'accent sur le paraître. Elle nous pousse à mettre l'accent sur le paraître et non pas sur l'être. On met l'accent sur le paraître et non pas sur l'être. C'est Jean Starobinski qui parle comme ça. Il dit, la culture est par rapport à la nature, comme l'être est la substance dissimulée sous le paraître et l'accidentel. Donc la culture nous pousse à mettre l'accent sur le paraître. Le paraître. Il s'appelle Jean Starobinski. Mais comme vous l'entendez, Jean Starobinski, comme star. Après vous ajoutez Binsky. Starobinski. B-I-N-S-K-I. Starobinski. On écrit star, on met O. Après on met Binsky. B-I-N-S-K-I. Jean Starobinski. Il dit la culture, c'est un commentateur de Rousseau. La culture nous conduit à mettre l'accent sur le paraître. Donc de ce point de vue-là, la culture est négative. Maintenant, je vais appliquer ça. Ce que je viens de dire. J'ai montré que la culture est positive. Hein? Je l'ai montré. Ok? Vous savez, non? Je viens de montrer que la culture est négative. Maintenant, je veux appliquer ça. Je veux utiliser deux exemples comme application.
l'exemple du travail et l'exemple du langage. Je montre que le travail est positif et négatif, je montre que le langage est positif et négatif, parce que ce sont des éléments de culture. C'est bon. Alors, je commence par le travail. Je veux montrer que le travail est négatif. Je vais aller vite. Le travail, le mot travail vient du latin tripalium. Et le tripalium, c'était quoi? C'est un instrument de torture. Le verbe tripaliare signifiait torturer avec le tripalium. Le substantif labor, latin labor, a donné l'anglais labor, l'allemand arbeit, le français labeur, et tous ces termes signifient travail difficile ou corvée. Donc, si je me réfère à l'histoire du mot travail, si je me réfère à son histoire, je me rends compte que le travail renvoie à la souffrance. Instrument de torture, torturer, corvée, le travail renvoie à la souffrance. Maintenant, pourquoi le travail renvoie à la souffrance? Il y a plusieurs explications. La première explication que vous connaissez, c'est la tradition judéo-chrétienne. Nous sommes dans la Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Genèse. Nous sommes dans le chapitre 17 de la Genèse. Adam et Ève étaient dans un jardin. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Le fruit, c'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent est allé voir Ève et lui a dit, si tu manges le fruit, tu deviens aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et Ève devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Oui, les femmes, vraiment. Alors, oui, c'est la femme. Alors, Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt, et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc le travail ici apparaît comme une sanction. C'est une sanction, c'est une punition qui a été infligée à l'homme par Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à Dieu et il a été puni. Il a été puni à travailler. On peut se référer à la philosophie grecque ancienne avec des penseurs qui mettaient plus l'accent sur le travail intellectuel que sur le travail manuel. Beaucoup de philosophes de l'Antiquité mettaient l'accent sur le travail intellectuel et non pas sur le travail manuel. Mais même dans nos sociétés, il y a des types de travaux que les gens ne veulent pas faire parce qu'ils considèrent que c'est des travaux déshumanisants, dévalorisants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui des filles de cette classe accepterait d'épouser bon, je ne vais pas donner d'exemple. Il y a des types de travaux qu'on n'adore pas, quoi. Mais c'est clair que tout le monde accepterait d'épouser un prof. Ben ouais, un prof. Un magistrat. En fait, on met l'accent sur le travail intellectuel et on a tendance à remettre en cause le travail manuel. Sénèque, par exemple, défend ce type de thèse. Platon défend ce type de thèse. Donc, c'est des auteurs